Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur WeDoBiz pour l'émission WeMoveJ, l'émission qui donne envie aux jeunes d'entreprendre, entreprendre dans notre pays. Et je dis bien dans notre pays parce que aujourd'hui, comme grand témoin, j'ai le plaisir de recevoir un véritable entrepreneur, Gilles Attaf, président de Smuggler. Smuggler qui crée des costumes, mais pas que, mais des costumes français avec tout ce qu'il faut en France. Bonjour Gilles. Bonjour Dominique. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, super. Tu vas nous parler d'actu parce que t'es en pleine actualité. Je pense que toute la presse, et même mondiale, puisque c'est la presse mondiale qui parle de ton innovation. Donc tu vas nous en parler tout à l'heure avec grand plaisir. On est ensemble pour cette émission. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Joachim Dupont. Joachim, bonjour déjà. Bonjour Dominique. Qui est le président d'Anaxago. Anaxago qui est, d'habitude je dis c'est quoi Anaxago, qui est une plateforme de financement participatif. Alors je dis ce que c'est parce que j'aimerais te poser la première question. Ça veut dire quoi Anaxago? Alors Anaxago, ça vient d'Anaxagore, le philosophe grec qui a le premier théorisé le fait que le monde avançait et évoluait grâce à l'innovation. Alors, si vous dites en plus que les entrepreneurs ne sont pas intelligents, parce que ça c'est de la culture quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Absolument. Attends, on cherche un business model, machin. Attends, un truc cool, quoi. Hein. Je regrette pas d'être venu déjà. T'as vu, t'as appris un truc. Exactement. T'as appris un truc, voilà. Je serai un peu moins bête ce soir. Exactement. Alors, Anaxago, j'ai quelques données, j'allais dire des données chiffrées, mais d'abord, donc, création SAS, création en février 2012. C'est ça. Mise en ligne le 1er mai. Le 1er mai pour la plateforme. Non, c'est la fête du travail, ils ont pu se... T'as choisi le bonjour, le 1er mai. D'accord, vous êtes 6 associés. On est 6 associés à l'origine, effectivement. D'accord, et tout le monde bosse dans la boîte? Non, on est 3 associés à travailler dans la boîte à plein temps. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu Anaxago et notamment cette plateforme de financement participatif? C'est du financement, hein? Alors oui, tout à fait. Anaxago, c'est la plateforme de financement participatif ou de crowdfunding, donc de financement par la foule, qui permet de financer de jeunes entreprises, donc des startups ou PME de croissance, entre 100 000 et 500 000 euros. D'accord. C'est à l'entreprise qu'on peut imaginer sur MyMajor, par exemple, pour la création d'albums, de disques. Alors, la différence de MyMajor Company, c'est qu'on est vraiment orienté vers les jeunes entreprises. Oui. MyMajor Company est plus orienté financement de la culture ou de l'art. Et en contrepartie de votre investissement, vous recevez des titres, donc vous devenez actionnaire de l'entreprise que vous avez financée. D'accord. Et on peut être actionnaire à combien dans une société? Moi, j'avais comme souvenir, mais peut-être que je suis plus à la page, de 99 actionnaires. Alors, c'est passé de 99 à 150 récemment, et pour les SAS. Et pour les sociétés anonymes, il n'y a pas de limite, ce sont des limites de montant. Et pour les SARL? Les SARL, c'est pareil, c'est 150. 150 également SARL. Ah, tu vois, je viens d'apprendre un truc. Je te remercie. Est-ce que tu savais ça? Ah non, pas du tout, non. Tu vois, je découvre. Oui, parce que quand tu fais appel au public, tu as intérêt à avoir du monde, mais si tu as plein de monde, il faut quand même l'organiser. Et est-ce que c'est organisé? Parce que là, si tout le monde commence à appeler l'entrepreneur pour lui dire « Dis donc, j'ai vu les résultats, dis donc, j'ai vu ton produit dans le marché ça se gère comment à l'intérieur de la coquille? » Alors, ça se gère, c'est de l'actionnariat en direct. C'est-à-dire que c'est un modèle participatif, ce qui veut qu'on participe. Ouais. Qu'on apporte bien évidemment du capital, mais aussi un peu plus. Souvent, ce que les entrepreneurs recherchent en passant par la plateforme, c'est d'être capable de fédérer une large communauté pour promouvoir leurs produits, pour trouver des ambassadeurs et des gens qui vont leur apporter un petit peu comme des business angels, bien plus que du capital. Donc c'est de l'investissement en direct qu'on a mis en place pour mieux le gérer par un système de représentation, où c'est un entonnoir, où c'est 5 personnes qui représentent l'ensemble de la communauté tout au long de la vie de l'investissement. D'accord. D'accord. Gilles Attaf, Oui, j'avais une question. président de Smuggler, fabrication française de costumes. À Limoges, le dernier Sur mesure, atelier. sur mesure? Et aussi sur mesure, prêt à porter et sur mesure. Et sur mesure, prêt à porter et sur mesure. Moi, j'avais une petite question, en fait. Est-ce que c'est lié à la défiscalisation, les fonds que vous levez? Alors, aujourd'hui, sur 4000 membres, près de 5000 membres sur la plateforme et 400 investisseurs actifs,
Très peu viennent pour la défiscalisation. J'ai pas bien compris là. Combien de membres? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 4000 membres. Ouais. Et combien d'investisseurs? 400 actifs. 400 actifs, voilà. D'accord. Les gens viennent pour défiscaliser, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais ne viennent pas exclusivement pour ça. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ce qui nous intéresse, c'est le rapport avec l'entrepreneur, le projet qui est porté. Avec des entreprises qui font entre 0 et 2 millions de chiffres d'affaires, donc il y a un petit peu des profils très différents. Mais on peut défiscaliser effectivement 50% de son ISF ou 18% de son IR en investissant sur les sociétés présentées. Oui. Ce n'est pas la cible prioritaire, mais ils peuvent le faire. Ils sont les bienvenus. D'accord, ce sont les bienvenus. Tout ce que vous pouvez trouver en fait comme investissement pour lever pour les startups, en fait vous le regroupez dans un pack en fait que vous proposez à vos investisseurs, c'est ça? Alors par la plateforme, ce sont en général des particuliers ou des entreprises qui investissent par la plateforme, mais on peut co-investir, je ne sais pas si c'est la question, on peut co-investir également avec des réseaux de business angels ou avec des fonds d'amorçage comme on l'a fait sur les derniers tours de table. D'accord, ça c'est possible. Oui, tout à fait. Ouais, est-ce que ta question, Gilles, c'était est-ce qu'il y a un pack d'actionnaires Non, pas du tout. Non, je voulais savoir si c'était un pack en fait, si on pouvait investir avec d'autres. Alors en fait, on effectue une due diligence en amont des entreprises qui vont être référencées, ce qui nous permet de définir toutes les conditions de l'augmentation de capital. Depuis proposer une valorisation, s'assurer qu'il n'y a pas de cadavre dans les placards, pour que l'investisseur qui a intérêt dans l'entreprise puisse y aller de manière sereine. Donc effectivement, on peut après communiquer ces informations au fonds, au réseau de business angel ou autre. Et comment vous sélectionnez vos entreprises? Excuse-moi, Dominique, vous sélectionnez vos entreprises on effectue une veille permanente, plutôt sectorielle, pour voir les secteurs qui sont assez dynamiques, et on identifie comme ça des secteurs qui peuvent intéresser. Il faut qu'après, ça réponde à des critères de développement d'équipe qui soient assez complémentaires et assez dynamiques, et de réels potentiels, avec un modèle innovant. Très bien, vous chargez des audits vous-même ou Oui, alors on effectue une due diligence nous-mêmes, parce que souvent ce sont des jeunes entreprises donc qui n'ont pas forcément les moyens de payer pour des audits, mais on vérifie sur une quarantaine de points de contrôle la conformité de ce qui est fourni. Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je peux accepter ou refuser un investisseur? Oui, tout à fait. Ouais. Et vous pouvez également choisir. Ma question, je l'apprécie, parce que est-ce que ça peut être un concurrent qui vient investir un petit peu d'argent pour savoir ce qui se passe dans la boîte, quoi, par exemple? Alors ça, en général, on le voit tout de suite, il y a une clause de confidentialité qui est signée dès lors que vous voulez accéder à l'ensemble du dossier d'investissement. Donc si vous êtes prêt à signer une clause de confidentialité, vous pouvez voir en tant qu'entrepreneur qui a fait la demande et refuser à ce qu'on communique plus d'informations, bien évidemment. Okay. Non, d'accord, ça protège quand même. Oui, tout à fait. Vous êtes 6 associés, 3 qui bossent dans la boîte. Oui. Toi, tu as 25 ans. Oui. Hein, tu as fait une école qui s'appelle Dauphine. Oui. Voilà, donc un peu finance, si j'ai bien compris. À peine, un petit peu. Voilà. Et les autres, ils ont fait quoi? Alors les autres, on a la même tare, on a tous fait Dauphine. Il faudra peut-être un petit peu de diversité quand même. Hein. On a diversifié avec l'équipe s'agrandit. L'équipe s'agrandit. Comment dirais-je? Là, la plateforme a été lancée en mai 2012. Il y a eu des opérations de fait? Oui, alors nous sommes en train de boucler la quatrième opération, la quatrième levée de fonds. Ouais. Nous avons d'ores et déjà financé les entreprises Visimo 3D, Equinox Habitat. Nous-mêmes avons fait notre tour de table sur Anaxago. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Effectivement. Sur ce coup-ci, on a réussi à lever 140 000 € auprès d'une trentaine d'investisseurs, uniquement de la plateforme. D'accord. Il y a un segment spécifique sur Anaxago par rapport à... Il y a d'autres plateformes, peut-être pas tout seul aujourd'hui à faire ça. Je crois qu'il y a... On peut citer Wizit par exemple. Oui, voilà, c'est un positionnement orienté vers l'innovation, quelle qu'elle soit, que ce soit innovation industrielle, technologique ou d'usage. Mais c'est vraiment le premier élément. Et des entreprises qui en général font un petit peu de chiffre d'affaires ou ont une première preuve de concept. D'accord. Mais tu parles d'innovation. Tu parles d'innovation techno ou innovation y compris technologique? Y compris technologique. D'accord. On a de l'innovation industrielle avec l'entreprise Sun-IT, par exemple, qu'on a référencée. On a de l'innovation d'usage avec les prochaines entreprises qui sont en cours d'analyse. Donc c'est l'innovation quelle qu'elle soit. D'accord. Et vous intervenez en amorçage aussi ou... Alors en amorçage, ça nous arrive d'intervenir en amorçage. Les entreprises font entre 0 et 2 millions de chiffres d'affaires. Donc les plus récentes, comme Mes Bonnes Copines par exemple, que vous connaissez il me semble. Très bien. Une amie, Florence Axel, qui j'étais au G20. Voilà, tout à fait, qui a participé au G20 l'année dernière à Mexico, ne réalise pas encore un très gros chiffre d'affaires, mais a un potentiel de croissance et a de l'attraction déjà. Donc on prend les entreprises même assez jeunes. D'accord. D'où vient l'idée ? Alors l'idée, ça vient d'un constat qu'en France, on aime bien épargner, qu'on est parmi les taux d'épargne les plus élevés d'Europe, avec 17%. C'est 1400 milliards. Voilà. Et pourtant, on nous rabâche les oreilles avec le fait que les PME manquent de financement.
Donc, Ce qui est une vérité. c'est une vérité. Et donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas créer un pont, pourquoi pas créer un lien avec le microcrédit s'est développé à la fin des années 90. Bravo à Maria Novak. Et d'autres. My Major Company a un petit peu ouvert la voie dans le milieu culturel. Donc, voilà. Oui, là, c'est pour le milieu culturel. Oui, On ne finance pas les mêmes choses. Non, tout à fait. Ouais. Et donc on s'est dit qu'il y avait une volonté de revenir à la relation, à la relation directe avec les entrepreneurs. Et c'est pourquoi on a développé Anaxago. D'accord. Le positionnement, je veux dire, le ticket d'entrée moyen, c'est quoi? Alors aujourd'hui, le ticket d'entrée minimum, c'est 1 000 € et moyen est à 7 ou 8 000 €. 7 Entre 7 et 8 000 €. Voilà, D'accord. ticket moyen d'investissement. On a reçu des tickets à 1 000 € et maximum à 50 000 €. Donc voilà, ce sont des gens qui ont un petit peu d'épargne à investir. D'accord. Qui investissent comme ça directement. Ils ont vu le dossier, tout ça en ligne. Alors, pas que. Parce qu'en fait, la force d'Anaxago, c'est d'avoir identifié un facteur clé de succès qui est la rencontre. Ouais. Quand on investit dans une PME, on cherche à rencontrer les équipes dirigeantes, à échanger. Donc chaque semaine, vous avez des rencontres qui sont virtuelles, dans lesquelles vous présentez votre projet en direct. À qui? À des investisseurs? À des investisseurs, aux membres de la plateforme. D'accord. Donc tu organises des rencontres avec les investisseurs. Alors ça, ce sont oui, tout à fait, des rencontres virtuelles chaque semaine et chaque mois, on se rencontre dans Paris avec les entrepreneurs qui sont Alors, référencés c'est sur la virtuel plateforme. ou on se rencontre Les dans deux. Paris? Alors, on a une plateforme virtuelle sur laquelle toutes les semaines, vous avez des rencontres organisées. Ouais. Et en plus, chaque mois, des rencontres sont organisées de manière physique dans Paris entre notre communauté d'investisseurs et les porteurs de projets. D'accord. Sur la plateforme, et donc les rencontres virtuelles, c'est en vidéo, C'est en vidéo, en direct, D'accord. vous êtes filmé derrière l'ordinateur et en face, vous D'accord. pouvez poser vos questions. Ok, ok. Est-ce que Gilles. vous accompagnez les entreprises avec lesquelles vous traitez une fois les opérations Oui, tout à fait. Alors, effectuées nous investissons toujours un minima dans l'entreprise pour être représenté et pour pouvoir accompagner l'entreprise ensuite, ne serait-ce que dans la communication avec ses nouveaux investisseurs et pour s'assurer effectivement on est intéressé au long terme. Est-ce qu'il y a une dimension éthique un peu dans vos investissements où c'est que vous n'avez qu'une vision avec le TRI que vous pouvez réclamer pour vos investisseurs? Alors éthique, j'emploie très peu tous les mots autour de l'économie sociale et solidaire parce que c'est pas notre positionnement, mais je pense que quand on aide l'entrepreneuriat, on est quelque part un petit peu éthique quand on aide les projets innovants, créateurs d'emplois. Voilà, c'est là-dedans qu'on trouve notre éthique. Avec bien sûr, quand on prend du risque, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ça, c'est le passé de financier qui le dit, mais voilà, c'est quand même ce que cherchent les gens au final. C'est bien sûr d'avoir du contact, mais s'ils peuvent effectuer une petite opération, avec plus-value, c'est intéressant aussi. Ça s'appelle quoi éthique, toi, Gilles? Non, mais privilégier les entreprises, effectivement, comme disait Joachim, qui privilégie l'emploi peut-être plutôt que le chiffre d'affaires, peut-être qui privilégie aussi un savoir-faire. Alors moi, j'ai mon étiquette un peu Made in France, toujours des entreprises qui investissent plutôt en France plutôt qu'à l'étranger et qui ont une vision plutôt industrielle sur le sol français que sur... Bon, c'est vrai qu'en plus, dans les milieux de la nouvelle technologie, je suis toujours très sensible à ça parce qu'il y en a très peu qui ont une vision très franco-française de leur développement. Voilà, c'est pour ça, c'était ma question. Ouais, d'accord, d'accord. C'est une bonne question parce que l'entreprise, par exemple, Sonited, qui évolue dans un groupe dans la concentration solaire, donc qui est Made in France, qui a racheté une usine en France et qui justement s'attache à développer sa fabrication française. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle volonté des entrepreneurs d'agir de manière peut-être plus éthique que par le passé, ou en tout cas, je pense que dans tous les entrepreneurs qu'on rencontre et qu'on référence, je pense qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. C'est pour ça que des jeunes comme vous qui cherchent des investissements pour des entreprises sur le sol français, je pense que c'est important qu'il y ait cette dimension. C'est pour ça que je me permettais de t'en parler, parce que pour moi, c'est essentiel. Effectivement. Alors, si on parle organisation du business au sein de Anaxago, tu m'as dit qu'au Manette, vous étiez 3 sur les 6 associés. Oui. Ça se répartit comment le business? Parce qu'en plus, vous avez la même formation, donc... Alors, on a quelqu'un qui s'est spécialisé en marketing. Attends, comment ils s'appellent déjà tes associés? Alors, il y a François Carbone, qui est cofondateur, et Caroline Lameau, qui s'occupe du marketing et de la communication. Un peu de filles, qui a fini à l'ESCP, donc on nous sort un petit peu la tête de la finance. Il y a pire comme école. Je confirme. Et donc Caroline s'occupe de toute la partie communication et marketing et François s'occupe plus de la partie analyse des projets. Et toi? Et moi de la partie relation avec les investisseurs. D'accord, c'est toi qui vas convaincre. C'est moi qui essaye de convaincre, effectivement. Oui. Bah, tu y arrives, pour l'instant, vous êtes à 4 levées de fonds. Pour l'instant, oui, ça démarre bien, c'est un modèle très positif et plein de bonnes énergies avec tous ces gens qu'on rencontre. D'accord. Le modèle économique, c'est quoi? Alors le modèle économique, c'est 5% sur la levée de fonds. Parce qu'on conseille les investisseurs. Nous sommes agréés en tant que conseillers en investissement financier par l'AMF. Par l'AMF. Donc nous conseillons les investisseurs dans le cadre de leur prise de participation. Et c'est 5% à l'entrée, 5% à la sortie.
Des frais de gestion? Non, 0 frais de gestion. D'accord. L'innovation d'Anaxago est aussi de permettre un investissement. Donc, un petit peu comme le dit la pub, le banquier, c'est vous. Vous choisissez l'entreprise dans laquelle vous voulez investir et pas dans un panier que vous ne maîtrisez pas. Et il n'y a pas de frais de gestion. D'accord. Est-ce que le suivi se fait à travers Anaxago? Les investisseurs sont en direct avec la boîte dans laquelle ils ont investi? Alors, ils sont en direct, mais c'est un collège d'investisseurs composé de 1 à 5 personnes qui représentent l'ensemble de la communauté. Donc, ce sont ces 5 personnes qui représentent la communauté d'investisseurs et qui sont en charge de siéger aux assemblées générales, l'assemblée générale extraordinaire et éventuellement aux autres organes de gouvernance. D'accord. Gilles? L'objectif pour vous à terme, c'est quoi? Alors, l'objectif à terme, c'est de devenir un acteur du financement de l'innovation, un acteur majeur. Aujourd'hui, les business angels sont capables de lever 44 millions d'euros par an, à peu près. On pense qu'il faudrait multiplier par 10 ce montant pour que... 44 millions au niveau national? Voilà, au niveau national, ce sont 4000 business angels qui investissent 44 millions. Ouais. On a vocation à lever à très court terme... On salue nos amis de France Angels. Que je salue. On a vocation de lever entre 15 et 20 millions très rapidement et comme ça développer le modèle ensuite sur d'autres pays. D'accord. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour Anaxago? L'enjeu, c'est d'être capable de fédérer une communauté suffisamment importante pour pouvoir répondre à des besoins de financement qui vont entre 100 et 500 000 euros. Et répondre à ce besoin qu'on appelle l'equity gap, c'est un petit peu la veille de la mort du financement en France. Donc d'être capable de combler, c'est les fameux je vais dire 300 000, 1 million? Voilà, c'est tout à fait. C'est d'être capable de financer de ces entreprises-là qui ont du potentiel et qui sont source d'innovation et d'emploi, c'est être capable de les financer et de créer un nouvel acteur pour venir un petit peu combler cet equity gap. D'accord. Qu'est-ce qui, moi, me donne envie je suis un entrepreneur, je cherche des fonds. Qu'est-ce qui va davantage me motiver à aller sur Anaxago que d'aller voir un réseau de business angels? Me répond pas, on peut faire les deux, j'imagine. Mais c'est quoi la différence que tu vois? Alors, c'est pas la même approche. La différence, je pense que c'est important de le vivre, de s'inscrire sur la plateforme, de voir comment on peut interagir avec les projets, puisque vous êtes business angel, je vais prendre la question à l'envers. Ouais. Vous êtes business angel, vous arrivez dans une salle, un projet arrive et pitch. Ensuite, vous décidez ou pas avec vos confrères. Là, vous arrivez dans la rencontre qu'on organise chaque mois, vous connaissez déjà le projet, vous l'avez peut-être déjà vu pitcher 1 ou 2, 3 fois, vous avez déjà posé des questions, interagi avec l'entrepreneur, et quand vous êtes là, c'est juste pour le rencontrer, aller plus loin, faire connaissance, avoir peut-être sa vision du business, mais c'est une autre méthode. Donc, aux entrepreneurs qu'on dit... attends, Mickaël. Joachim, pardon. Ça m'est arrivé de me retrouver devant des pitchs dans des réseaux de business angels. À la fin, je peux aller les rencontrer, je peux discuter avec eux. Tout à fait. Alors, en plus des questions que je peux poser pendant les quelques minutes qu'il y a. Mais vous n'étiez pas conscient en amont du projet. Tu n'étais pas conscient de toutes les... tu n'avais peut-être pas vu le dossier complet d'investissement en amont. Ouais. En fait, l'essentiel à retenir, c'est que c'est une campagne de financement participatif. Ça demande à l'entrepreneur de jouer le jeu et de fédérer une communauté. Donc, c'est beaucoup moins qu'une opération de levée de fonds classique qui est très financière, où on va s'attaquer à la due diligence, etc. Ouais. L'entrepreneur doit se charger de fédérer sa communauté, de communiquer de manière plus claire possible et d'entraîner dans son aventure entrepreneuriale. Et pas de justifier de son business ou autre, parce que tout ça, tous les éléments ont été vérifiés en amont. Donc c'est un changement, c'est participatif. D'accord. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission sur qu'est-ce qui t'a amené, ça a été quoi le déclencheur avec tes amis pour monter cette boîte, je voudrais qu'on revienne vers toi, Gilles. Donc Gilles Attaf, président de Smuggler. Smuggler est une marque française. Alors, je voudrais que tu me... Allez, t'es habitué quand même, je voudrais que tu nous fasses le pitch de Smuggler. Ah, Smuggler, c'est une belle histoire, Smuggler. Ça commence bien, c'est une belle histoire, ça c'est merveilleux. T'es vraiment un pro. Non, mais c'est vrai, c'est une belle histoire, Smuggler, parce que aujourd'hui, on a 150 personnes qui travaillent pour un projet quand même merveilleux, parce qu'on est la dernière unité de production qui fabrique du costume en France. Il faut savoir que tout ce savoir-faire est quand même parti. Donc, au départ, alors, comment s'est passée notre histoire? Smuggler, c'est une marque qui date de 1978.
Nous, on avait une unité de production à Limoges qui fonctionnait essentiellement pour des marchés administratifs du vêtement d'image. Ces marchés commençaient à être délocalisés et là, je me suis dit... Vêtements de travail, du vêtement d'image pour Air France, la RATP, la SNCF. Et je me suis dit, tous ces marchés vont être délocalisés à un moment ou à un autre. Si on veut garder notre savoir-faire en France, si on veut garder nos emplois, si on veut faire perdurer justement une vraie identité, il faut absolument qu'on verticalise et qu'on distribue directement nos produits. Donc j'ai eu la chance de pouvoir acheter Smuggler, de faire un LBO avec des financiers justement en 2000. Ça n'a pas été facile à l'époque parce que c'était pas la mode. Hein. D'avoir une unité de production en France en 2000, on était plutôt dans les nouvelles technologies. Je vais te dire, on était plutôt en train d'imaginer le... Alors quand j'allais voir moi des financiers, j'ai mis 2 ans à lever des fonds, et quand j'allais voir des financiers, je disais voilà, je voudrais dans le textile déjà lever des fonds. En plus avec une unité de production avec 120 personnes à l'époque, on me regardait, on me disait monsieur, ça va être très compliqué. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des gens à la Caisse des dépôts qui ont cru en mon projet. C'est des entreprises C'est des CPME. Ouais, PME, ouais. Et on est parti, donc on a racheté la marque que je connaissais depuis très longtemps, qui avait un vrai potentiel. Et sérieusement, j'ai été un client il y a au moins 30 ans. Tu es un homme de goût, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Et bien sûr, je vais redevenir client. J'espère bien. Mais rue. Alors, tu m'as dit, pour préparer cette émission, je crois que c'était la première boutique, mais c'est la deuxième boutique rue de Chartres à Neuilly. Absolument, c'est la deuxième boutique. La première boutique historique, d'ailleurs, c'est très drôle, c'est rue de Longchamp, dans le 16e. Et en fait, pourquoi Monsieur Devavrin, qui est le créateur de Smuggler au départ, l'a ouvert rue de Longchamp, il l'a ouvert en fait à côté de Janson de Sailly. Avec une idée intéressante en se disant, on va capter tous les jeunes qui sortent de Janson de Sailly et qui vont avoir besoin d'un costume pour aller travailler un jour. C'était le premier costume, on allait chez Smuggler. Et alors, ce qui est drôle aujourd'hui, et moi ce que j'aime beaucoup, pour ça que Smuggler pour moi c'est très affectif, c'est qu'on a des vieux clients qui nous amènent leurs enfants en disant voilà, mon premier costume c'était chez Smuggler, voilà, j'amène mon fils aujourd'hui pour que son premier costume également soit chez Smuggler. D'autant plus qu'aujourd'hui on a le label Origine France Garantie, donc c'est vrai qu'il y a un acte citoyen aujourd'hui à acheter du costume Smuggler, c'est un peu différent à l'époque. Donc Pro Made in France, c'est ce que Pro Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg nous a fait une très belle visite là, il y a un mois maintenant à Limoges. Il est venu nous visiter. Et depuis, il s'habille Smuggler. D'ailleurs, tous ses costumes sont Smuggler. Je lui ai pris les mesures à l'usine directement. Et il a fabriqué ses costumes. Qu'il a payé lui-même, d'ailleurs, je voudrais dire, avec sa carte bleue personnelle. Avec sa carte bleue personnelle. Et non, c'est vrai qu'il prône. Heureusement, il mouille. J'aimerais bien qu'il mouille le costume plutôt que la marinière. Mais en tout cas. Ça, c'est un message, monsieur le ministre. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on a besoin de toute façon de toutes les forces et on a besoin d'actes citoyens. Et aujourd'hui, de faire perdurer des savoir-faire qui ont disparu. Parce que, vous savez, moi, mon credo, c'est une fois qu'on a perdu un savoir-faire, on le fait jamais revenir. Ouais. Donc, quand on parle de relocalisation, c'est bien beau, mais les savoir-faire, qu'on les a perdus, on les a perdus. Donc, nous, on est la dernière usine de fabrication de costumes en France. Il faut qu'on continue comme ça et qu'on grossisse. Voilà. Et on aura besoin de jeunes comme Joachim qui sont capables de nous aider. Je suis en train de travailler sur une levée de fonds en ce moment, justement, pour nous développer. Et donc, voilà, c'est important qu'on ait des jeunes comme vous. Et en 2000, tu cherchais beaucoup d'argent ? En 2000, on cherchait 1 million d'euros. Ah, quand même. Pour acheter Smuggler. Ouais. Mais ça faisait quoi comme chiffre Smuggler à l'époque ? À l'époque, ça faisait... il y avait une très forte rentabilité aussi. À l'époque, il y avait beaucoup de trésorerie, donc c'était un peu compliqué. Ah oui, non, d'accord. Oui, il fallait, je rachète des fonds. Voilà, exactement. Bon, c'était une bonne opération. Très bonne. Difficile à monter parce que c'était du textile. Excessivement difficile à monter, encore une fois, parce que c'était pas évident. Le pari d'avoir une unité de production avec du personnel à l'époque, c'était pas vraiment gagné. Quoi. Et ça, c'était en 2000, alors que tu avais déjà l'entreprise à Limoges. Oui, on avait déjà l'atelier. Ouais. C'était une entreprise familiale ? Non, pas du tout. C'est une entreprise qu'on a repris en fait après, qui a eu successivement plusieurs dépôts de bilan. Ouais. Et en fait, avec mon associé Serge Bonnefond, ça a été repris avec les ouvrières. En fait, on a fait au départ une reprise de l'entreprise avec les ouvrières et du coup voilà, on l'a repris parce qu'elle était en dépôt de bilan en fait. D'accord. Voilà. Et cette entreprise, il y a toujours les ouvrières qui sont... Alors aujourd'hui, on en a encore à peu près un tiers qui est encore historique, mais bon, ça s'est renouvelé. Il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. Ouais. Et c'était le but d'ailleurs. Le but pour nous, c'est d'emmener toutes ces ouvrières qui ont un magnifique savoir-faire jusqu'à la retraite. Super. Donc pour nous, c'est important. Et en plus, qui prenaient participation à l'entreprise. Moi, j'ai un très mauvais souvenir. L'atelier de mon père, qui était pas loin d'ici à Belleville. Donc je suis ravi d'être là parce que l'atelier de
de pantalons de mon père, puisque moi Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans les studios de We Do Biz dans le 20e arrondissement, le vrai parisien. Parce que mon père avait son atelier de fabrication de pantalons juste à côté. Ici, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit dans le vêtement, donc j'étais dans l'atelier de mon père. Et quand j'ai été obligé de fermer cet atelier en 1993, parce que j'ai eu des gros problèmes avec des fournisseurs qui m'avaient pas payé. Je peux vous dire que ça a été pour moi un déchirement, et donc je me dis plus jamais je referai ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très content que ça fonctionne bien. Ils entreprennent, ils le disent sur la radio We Do Biz 100% entrepreneur dans l'émission We Move J. Est-ce que c'est de la pudeur? En tout cas, c'est de l'authenticité. Merci Gilles. On revient sur Joachim. Après ce que tu viens d'entendre, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, quand on a fait Dauphine avec des potes, on se dit oh non, je vais pas rentrer dans une banque, je vais pas rentrer, je vais pas gagner 3 000 € en sortie d'école, je vais aller monter une boîte et à mon avis, pour l'instant, je me paye pas trop. Alors qu'est-ce qui nous a donné envie? Je pense que c'est le projet, c'est la volonté de rencontrer des entrepreneurs, et de faire de la finance autrement. On a commencé dans les grandes banques ou dans l'assurance. Je suis passé par l'assurance aussi. Alors j'ai une question, parce que j'entends tout le temps depuis des années le goût du risque. Or, moi je ne pense pas qu'on aime le goût du risque. Je pense qu'on entreprend parce qu'on aime entreprendre, on aime créer, et que le risque fait partie intégrante du métier de l'entrepreneur. Ouais, sincèrement, des boîtes j'en ai eu, j'en ai développé. Je me dis pas chic, je vais prendre des risques. Je me dis comment je balise le terrain pour pas avoir d'emmerde et que tout se passe bien, Gilles. Absolument, tout à fait. C'est le travail tous les jours. Donc j'entends tout le temps souvent le goût du risque. Ça c'est du folklore, ça. Ouais. Alors pour ces goûts du risque, plutôt pour les investisseurs avec lesquels on traite, qui aujourd'hui ont un certain goût du risque. Alors certains nous disent non, j'investis que sur du livret A, et d'autres nous disent j'investis en bourse, sur des traders, sur des choses très compliquées. Donc ils sont capables de prendre du risque avec leur épargne. Je faisais référence à ce risque-là, mais effectivement, je pense qu'on n'entreprend pas par goût du risque, on entreprend par goût de la nouveauté, l'innovation. Envie de compter, envie de... Voilà, si je fais référence au baromètre MoveJ, Opinionway, CIC et APCE, comment dirais-je, on est sur, depuis 2009, on a ce baromètre, sur 50% des jeunes qui déclarent ne pas avoir envie de travailler dans les grandes entreprises, qui déclarent avoir envie de créer quelque chose, de pouvoir compter. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir compter. Ils veulent qu'on leur demande leur avis, et si on leur demande pas leur avis, en tout cas, ils ont envie de le donner. Et pour le donner, ils n'ont pas envie d'ailleurs d'attendre 10 ans pour avoir un poste plutôt sympa. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, alors pas que dans les nouvelles technologies, mais créer un site web, même de vente en ligne, je ne vais pas prendre de costume parce qu'il n'y a pas à être d'accord, Gilles. Mais la semaine prochaine, on aura une jeune entrepreneuse qui vend de la lingerie sur le web. Comment dirais-je, ça y est, j'ai perdu ma question. Je pensais à la lingerie, ça doit être pour ça que je suis parti en vrille. Ces jeunes ont envie de pouvoir compter, de pouvoir, ça fait vieux quand je dis ces jeunes, mais bon, de pouvoir faire les choses par eux-mêmes. Oui. Est-ce que c'est ce que... Oui, effectivement. C'est possible, c'est ça. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous a motivés. C'est évidemment de faire les choses, mais c'est pas juste un problème de hiérarchie ou de vouloir compter, c'est une vision assez égocentrée, de vouloir compter. Je pense que c'est plus l'idée, l'analyse du marché, de se dire, voilà, il y a quelque chose à faire, il manque un échelon, on peut être utile, et on peut avoir une valeur ajoutée. Je pense que c'est plus en termes de valeur ajoutée, en termes de volonté de compter ou de donner son avis. Je pense que je l'aperçois en tout cas comme ça. D'accord. Dans ta famille, dans celle de tes associés, c'est une famille plutôt qui vient du monde entrepreneurial? Pas du tout. Tu es dans cette émission, j'ai plein de jeunes entrepreneurs qui me disent ah non, mon père il est prof et ma mère est fonctionnaire. Donc rien à voir. Alors rien n'est perdu alors. Rien n'est perdu. Si, absolument. C'est rassurant. Oui, absolument. Effectivement, c'est le cas de mon associé, et par contre pour ma part, c'est-à-dire dont les parents sont fonctionnaires. Ah, tu vois. Ouais. Écoute, donc, on est sauvés. Mais oui. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma sœur a monté sa boîte à 23 ans, donc voilà, il fallait... Il y a une culture familiale. Culture familiale, moi, je d'accord. beaucoup à la culture familiale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là aujourd'hui à un accès agro? De belles levées de fonds, une belle communauté. Oui. D'atteindre les 50 000 à la fin de l'année, ce serait bien. Les 50 000 50 000 membres. Là, il y en a combien? 4 000 5 000. On arrive sur les 5 000. D'accord. Donc, il y a quelques mois, il va falloir... C'est comment l'acquisition de membres?
L'acquisition de membres, ça passe par pas mal de communication en ligne, bien évidemment, des partenariats presse et des rencontres, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, voilà. Eh bien, le bouche à oreille, c'était sur We Do Biz pour l'émission We Move Gilles, l'émission qui donne envie aux jeunes gens de notre pays, mon cher Gilles, d'entreprendre, de créer des entreprises. Même si on peut les développer à l'étranger, d'abord on les crée en France. Voilà. On est d'accord. Mais je partage le même point de vue. Et surtout de développer et d'exporter notre savoir-faire français. Ça aide et on en a besoin. Je vous dis à la semaine prochaine. Je te retrouverai, Gilles, la semaine prochaine où nous aurons le plaisir de retrouver Agathe Molinard. À la semaine prochaine. Ciao, salut, merci.